Nous sommes le 4 mars, mon nom est Pierre Mercier et il me fait plaisir de vous accueillir à cette nouvelle diffusion de la bonne semaine. Alors nous commençons comme d'habitude par la devinette. C'est un classique, n'est-ce pas? Je cherche un mot de 6 lettres, commençant par la lettre R. Et là, l'indice, parce que je vous donne un indice en plus, c'est avait son centre. Bon, et en relisant mon indice, je me suis dit c'est quand même pas significatif et vraiment significatif comme indice, avait son centre. On fait référence à une chaîne de magasins qui a existé au Québec, de commerce qui a existé au Québec. Bon, donc ça c'est plus précis. Le mot que l'on cherche, donc qui commence par R, 6 lettres, en France signifie quelqu'un qui est ennuyant, qui est désagréable. On dit il est, voilà le mot qu'on cherche. Et là, vraiment c'est ma journée de bonté. Dernier indice. Si on prend que les 4 dernières lettres du mot que l'on cherche, on obtient une partie de la journée. Alors là, je vous en ai donné assez pour réfléchir pendant les quelques minutes qui vont suivre, et puis à la fin, on verra la réponse. Venons-en maintenant aux éphémérides. Je vous rappelle que nous sommes le 4 mars, et là je vais chercher une des plus importantes journées dans l'histoire économique des États-Unis au 20e siècle. En fait, le 4 mars 1933, Frank Delano Roosevelt se présente à la présidence des États-Unis. Et dans sa présentation du programme qu'il veut réaliser, il présente la partie la plus importante de son programme qui touche le développement économique et social du pays. Il s'agit de la fameuse politique du New Deal. Donc, Roosevelt allait proposer aux Américains sur le plan économique un nouvel accord. Accord entre les entreprises privées, les citoyens, les gouvernements pour agir dans le même sens. Alors, en quoi consistait ce nouvel accord? Pour comprendre, il faut revenir à la fin de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, les États-Unis sont riches et se développent très, très, très rapidement. Les gens ont beaucoup de fric, l'investissent, la production augmente, les salaires augmentent, et c'est ce qu'on appelle jusqu'en 1929, de 19 à 29, c'est ce qu'on appelle les années folles. Ce sont on dépense à tour de bras, puis finalement arrive en 1929 ce que l'on a appelé le krach boursier. En fait, c'est que dans les années qui ont précédé, les quelques années qui ont précédé, les Américains ont commencé à comprendre qu'ils vivaient une bulle boursière. C'est-à-dire que la demande était tellement forte en actions, les valeurs ont tellement augmenté que les actions, le plancher boursier des compagnies, était beaucoup plus important que la valeur réelle de l'entreprise. Et c'est alors que les gens ont commencé à vendre leurs actions de peur de perdre, parce que, évidemment, on se dit si l'entreprise à la bourse vaut plus cher que dans la réalité, si on revend, on risque de perdre. Et là, évidemment, ça a commencé à débouler. Les gens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas obtenir le prix qui était indiqué à la bourse à la vente de leur action. Et là, le mouvement s'est rapidement, n'est-ce pas, répercuté. Et là, ça a entraîné, évidemment, une baisse de la demande pour les actions et une augmentation considérable de l'offre, d'où l'écrasement, mais là, pratiquement généralisé, de la valeur de toutes les actions. Et là, les gens ont perdu de l'argent, mais de façon importante. Et là, les entreprises ont commencé également à avoir des difficultés. Là, on se retrouve avec un dilemme. On se retrouve devant moins de moyens. Les gens ont perdu énormément lors de ce fameux krach boursier. Ils ont donc moins d'argent dans leur poche. Ils dépensent moins. Et là, les entreprises,
elles, pour s'ajuster à cette diminution de consommation, doivent produire moins. Produire moins, ça veut dire quoi? Mettre des gens à la porte, c'est-à-dire créer du chômage. Et les gens qui perdent leur emploi, évidemment, se retrouvent sans capacité d'acheter. Donc, on se retrouve avec une nouvelle baisse de la demande, et là, le cercle infernal commence et creuse à chaque tour la situation économique des États-Unis et le sort, évidemment, des citoyens américains. C'est un cercle vicieux qui n'arrête pas de tourner. Et là, de 1929 à 1933, on a cherché à appliquer des solutions pour essayer d'enrayer cette fameuse crise économique, et aucune de ces solutions qu'on a tenté d'appliquer n'a donné de résultats significatifs. Il a fallu attendre donc la présentation du New Deal de Roosevelt. Et en quoi consistait cette politique? Elle était relativement simple. Roosevelt a repris le fameux cercle vicieux que je viens de décrire, et il s'est dit, ce que je fais, je vais m'organiser, je vais prendre les moyens pour le faire tourner à l'envers, ce cercle-là. Évidemment, quand on regarde ça comme ça avec le recul, on se dit, mais mon Dieu, c'est très simple. Bon, d'abord, ça n'a pas été simple à réaliser dans les faits, mais en même temps, il fallait le trouver, cette idée-là. Ça a pris quand même 4 ans aux États-Unis avant que quelqu'un y pense. Alors, pour faire ça, il a développé 2 pôles dans sa théorie de son accord, c'est-à-dire développer des grands projets gouvernementaux. Le gouvernement a dépensé, mais vraiment des sommes gigantesques pour des grands projets gouvernementaux, dont le plus important, la Tennessee Valley Authority, la réorganisation de la vallée du Tennessee Valley, oui, Authority, donc de la vallée du Tennessee. Et puis, en même temps, donc évidemment, on comprend bien que si on se lance dans les grands travaux, on crée de l'emploi. On crée de l'emploi, on met de l'argent, on donne des emplois à des gens, des masses de gens, on leur met de l'argent dans leur poche, ces gens-là vont consommer davantage et on devra produire davantage, les entreprises vont engager là, et là vous voyez le cercle qui commence à tourner, du même sens. Donc ça c'était le premier volet de son accord du New Deal. Le deuxième volet touchait les mesures sociales. On n'avait pratiquement aucune mesure sociale décrétée par les gouvernements jusqu'à la politique du New Deal. Là, on a commencé à développer des programmes pour venir en aide aux gens les plus démunis dans la société. Les gens qui n'avaient même pas l'essentiel pour vivre, ne serait-ce que décemment. Et on a donné de l'argent comme ça à ces gens. Et encore une fois, vous voyez très bien que le cercle, là, s'est accéléré. On mettait encore une fois de l'argent dans les poches des gens. Ils allaient consommer. Et là, la machine économique est repartie. Alors, ça a pris, une fois qu'on a commencé à l'appliquer, cette politique-là, ça a pris 2 ans et demi. Et en 1936, l'économie américaine avait repris son air d'aller habituel. La crise économique, la Grande Dépression, comme on l'a appelée, était terminée grâce à la politique du New Deal et de son concepteur, Frank Delano Roosevelt. Voilà donc pour l'éphéméride du 4 mars, je vous rappelle, 1933. Bon, que dire maintenant de la pensée de la semaine? Je vais chercher cette pensée-là d'un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Zig Ziglar, et qui dit « C'est votre attitude et non vos aptitudes qui déterminent votre altitude. » Ça demande réflexion, tout ça. Parce qu'on a souvent l'impression que ouais, mais moi j'ai du talent et puis ça va bien aller dans la vie, puis je vais être reconnu, et je vais être capable de comprendre les choses, faire évoluer la société et faire une belle vie. Lui, ce qu'il dit, ce qui est important pour s'assurer de l'altitude, c'est-à-dire d'être capable de prendre de la distance par rapport à ce que l'on vit, d'être capable de voir loin, d'anticiper les choses, et d'être capable également
non pas d'interférer nécessairement, mais d'être capable de composer avec les différents éléments, avoir une vision des choses, s'élever au-delà de la petite vie de tous les jours pour bien voir les choses. Et ça dépend, hein, comme il le dit si bien, de votre attitude. Comment vous comportez-vous face aux gens? Comment abordez-vous vos amis? Comment vous comportez-vous en général dans la société? Et c'est là où ça va se jouer, où vous allez prendre de l'altitude, grandir, ou rester à Voltaire et faire une vie plus qu'ordinaire. Alors je vous rappelle le nom de l'auteur, Zig Ziglar, qui nous a dit ça, et je vous invite donc au cours de la prochaine semaine à revenir sur cette pensée-là et à l'approfondir davantage. Alors venons-en maintenant à mes photos. La première photo, un oiseau coloré, avec sur la tête une belle crête rouge. On le reconnaît. C'est le pic-bois, le pic mineur. Et on le reconnaît, il est facile à identifier, d'abord à cause de son bruit. Le fameux toc-toc, n'est-ce pas, sur l'écorce des arbres. Il va chercher ses insectes, puis en même temps, il nous signale sa présence. Et puis là, évidemment, quand on le voit, on a l'occasion aussi il ne se sauve pas tout de suite. Il est au travail, hein, ce gars-là. Donc, on a le temps quand même de l'observer et de bien l'observer. C'est un bel oiseau. Voilà. Je vous ramène encore en Russie. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, ici. Et regardez le style, encore une fois, le style tout à fait caractéristique des édifices traditionnels russes. Les clochers à bulbes, les décorations, les couleurs et l'harmonie qui se dégage de cet ensemble. Quelque chose de majestueux, quelque chose qui a de l'ampleur, qui en impose, quoi. Et la dernière photo, comme plusieurs autres que je vous ai déjà présentées, un fameux coucher de soleil. Un coucher de soleil comme ça, hein, on le voit sur le bord de la mer, le soleil est sur le point de disparaître à l'horizon et un rayon illumine comme une voie tracée avant de disparaître dans les ténèbres de la nuit. Et pour en terminer juste avant la fameuse devinette, le mot d'esprit. Alors, mon mot d'esprit, je suis allé chercher chez Gustave Le Bon. Alors, lui, il nous dit, chez beaucoup d'hommes, et là, je me demande si ça vaut aussi pour les femmes, mais je pense que oui. Il utilise le terme homme de façon générique. Je reprends. Chez beaucoup d'hommes, la parole précède la pensée. Ils savent seulement ce qu'ils pensent après avoir entendu ce qu'ils disent. En fait, c'est de dire de façon élégante ce qu'on se dit habituellement. Il n'a pas réfléchi avant de parler. Hein? Il a entendu les autres s'exprimer, il s'est dit, il faut bien que je dise quelque chose, puis il a commencé à élaborer une phrase, puis deux phrases, puis trois phrases, puis à un moment donné, il s'est rendu compte que, tiens, c'était ça finalement, son opinion, mais qu'il n'avait guère réfléchi avant de commencer à parler. C'est une mauvaise habitude. Prenons plus de temps à réfléchir et peut-être moins de temps à exprimer notre opinion. Je pense que tout le monde sera gagnant à ce moment-là. Et puis je reviens plutôt à la fameuse devinette. Il s'agit du mot rasoir. Le centre du rasoir au Québec, hein, qui a ouvert ses portes et qui est resté en affaires pendant de nombreuses années. Alors, au départ, c'était concentré, comme son nom l'indique, surtout sur des appareils, des rasoirs. Et puis, tranquillement, pas vite, on s'est développé et diversifié sur des électroménagers, des petits électroménagers. Mais ce centre-là a disparu, mais il a quand même existé, d'où à ce moment-là, mon indice avait son centre, le centre du rasoir, et puis l'indice additionnel, c'était dans le domaine commercial. Et puis, les Français, donc, disent très souvent, « Ah, mon Dieu, lui, il est rasoir. Hein? » On dirait, au Québec,
il écœure, il est ennuyant, il est désagréable, il est rasoir. Et puis mon dernier indice que je vous avais donné, si je prends les 4 dernières lettres de rasoir, j'obtiens soir, c'est-à-dire une partie de la journée. Alors voilà, nous sommes toujours le 4 mars et ça termine cette édition de Bonne Semaine. Alors donc, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, profitez pleinement de la vie et, mes amis, au revoir.